Bonjour à tous et bienvenue sur Clamaria TV. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'introduire le premier numéro de l'Agora virtuelle, donc notre émission, enfin cette nouvelle émission que j'ai le plaisir de présenter, l'honneur de présenter avec vous, en direct du Marin, en Martinique. Et c'est vraiment un plaisir et c'est avec plaisir que nous allons débattre avec, pour la première fois, pour donner son avis, pour participer avec nous à ce projet, Clara, qui va soutenir un point de vue, et bien sûr Kamal, que nous avons déjà reçu sur cette chaîne à de nombreuses reprises et qui, lui, défendra un autre point de vue. Donc, j'aurai le plaisir pendant cette petite heure avec vous de modérer ce débat sur les élections présidentielles qui se profilent en France. Donc, j'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à suivre ce show et à nous faire vos petits retours dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et tout de suite, nous commençons. Bonjour Kamal. Bonjour, merci encore de m'inviter sur votre émission. Comment allez-vous, pardon? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous-même? Très bien, de même, très bien. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Clamaria TV pour cette nouvelle édition, ce nouveau projet, l'Agora virtuelle, qui est un espace de discussion, d'échange apaisé sur les questions politiques qui vont nous concerner à courte échéance. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Plaisir partagé. Super. Et Clara qui va nous rejoindre. Hello. Bonjour Clara. Salut Laurent Sylvia, comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Ça va, merci. Voilà. Ben, bienvenue sur cette nouvelle émission, cette nouvelle mouture, sur laquelle nous allons véritablement aborder les questions présidentielles qui se profilent à l'horizon et pour lesquelles, effectivement, la France entière s'apprête à entrer dans une nouvelle ère et qui suscite toutes sortes d'interrogations. Hein. Les années que nous avons vécues n'ont laissé personne indifférent. Les difficultés se sont succédées, les challenges aussi se sont succédés. Pour nous les Antillais et pour un peu le monde entier dans cette logique pandémique. Donc, notre objectif ici ce soir, ça va être de débattre sur les enjeux de cette présidentielle à venir. Quelles sont les perspectives qui peuvent se mettre en place et comment nous allons pouvoir, motiver ou organiser la réflexion, organiser une réflexion intelligente sur ces échéances électorales à venir. Et je vous remercie d'être présent. Et je lance aujourd'hui le débat entre nous avec cette première question. Premièrement, en tout cas tenter d'entamer le bilan présidentiel passé, le mettre en perspective et surtout, le plus important, essayer d'envisager comment demain la fonction présidentielle pourra exister et qu'est-ce qu'elle représente en fait pour chacun d'entre nous et pour les Français. Donc, je donne la parole, honneur aux dames, à Clara. Merci beaucoup, Laurent Cypria, pour cette introduction. C'est vrai que ce quinquennat est en train de se terminer avec un quinquennat mené par Emmanuel Macron, où on a eu actuellement, on a deux ministres, on a vu deux premiers ministres passer, notamment pour terminer avec Jean Castex, qui est aujourd'hui actuel Premier ministre. Pour ce bilan, je dirais que cette année présidentielle n'est pas encore terminée, mais qu'elle a débuté quand même calmement pour le président de la République dans un premier temps. Et puis, ça s'est enchaîné, notamment en 2018-2019, avec la crise des Gilets jaunes, où la France a connu véritablement une crise sociale. Et je pense que ce quinquennat n'a pas été facile pour le président de la République. Nouveau président, un jeune président quand même, on peut le souligner. Il n'y a pas d'âge pour mener un pays, mais on peut quand même souligner son âge quand même au pouvoir, à la tête d'un pays. Et je peux dire qu'il est en train de terminer ce mandat avec la crise des Gilets jaunes. Et après, on a enchaîné avec la pandémie mondiale. On a eu cette crise sanitaire qui a qui nous a vraiment plombé au niveau économique,
sociale, même la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, il devra proposer quelque chose d'autre et faire le bilan. Un bilan pour moi, selon moi, un peu mitigé, parce que je pense que ce qu'on peut critiquer le plus aujourd'hui, pour ma part, hein, c'est la communication du gouvernement, du président de la République et également du gouvernement. Donc, selon vous, Clara, il y a une corrélation entre le président et le gouvernement directement. Pour ma part, j'aime bien faire la différence en essayant de se concentrer sur les fonctions fondamentales du président. Bien sûr, incarner la nation, bien sûr, tenter de donner un sens un peu à l'action politique. Mais au-delà de ça, il a aussi des missions dans le domaine militaire, dans le domaine des relations internationales, dans le domaine évidemment de l'économie et bien sûr de la représentation. Est-ce que véritablement Emmanuel Macron a été un président français exceptionnel au-delà de la question de son âge? C'est-à-dire par rapport à sa personnalité, par rapport à sa façon d'envisager les relations internationales, un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis extrêmement vigilant sur ces questions-là. Et au-delà de la politique intérieure, aussi cette politique extérieure, avec évidemment la tragédie qui s'est déroulée en Afghanistan après la débâcle américaine. Donc, j'aurais aimé qu'on se concentre sur la personnalité d'Emmanuel Macron dans un premier temps, pour pouvoir un peu limiter les choses. Évidemment, le gouvernement a une fonction, a un rôle à exercer, mais j'aurais aimé qu'on se concentre sur lui avant de donner la parole à Kamal, bien sûr, et d'aller plus loin dans les questions gouvernementales. Donc, Clara, qu'est-ce que je pense sur la personnalité d'Emmanuel Macron? Oui, puisque vous avez voulu insister sur son âge, sur la façon dont il a géré certaines crises de politique interne, mais je vois aussi le président de la République comme quelqu'un qui représente concrètement l'image de la France à l'international. Et dans cette dimension-là, a-t-il fait preuve justement de cette jeunesse d'esprit que vous mettez en avant, ou bien est-ce qu'il a été, selon vous, à la hauteur de la situation à différents niveaux, puisqu'il y a eu énormément d'actions dans le domaine international? Oui, je pense qu'il a su quand même déjà maintenir une bonne relation avec l'Allemagne, déjà. Il n'a pas eu le même comportement qu'a eu Nicolas Sarkozy, où on avait vraiment cette impression que la France suivait l'Allemagne. Je trouve que sur la relation France-Allemagne, il a su garder malgré tout une certaine forme d'autonomie. On n'a pas l'Allemagne qui prend des décisions et une France qui suit à côté. Il a notamment eu cette relation avec les États-Unis, où il a eu le temps de connaître Donald Trump. Je pense que c'était quand même des relations assez, une relation assez cordiale. Et puis, malgré son jeune âge, je l'ai trouvé quand même, il a su imposer, notamment dans le domaine de l'écologie, où il a su répondre à Donald Trump dans un premier temps et mettre en avant cet accord de Paris et cette volonté de continuer cet accord de Paris. Et je trouve qu'il a su tenir. Il aurait pu faire mieux, c'est clair. On peut toujours mieux faire, mais il a tenu. Ok. Merci Clara. Donc tout de suite, je passe la parole à Kamal sur ces deux questions. Donc concernant premièrement la personnalité du président actuel, bientôt sortant, mais son mandat n'est pas encore terminé. Et aussi, selon vous, s'il a été à la hauteur des enjeux internationaux qu'il a initiés ou qui se sont présentés à lui durant le mandat, ceux qui vous ont marqué. Non, c'est vrai, au niveau de la personnalité, on a un gros problème en France, c'est que la France n'est pas un pays qui est prêt pour un président jeune. La fonction présidentielle a toujours été vue par les Français pour quelqu'un d'un certain âge qui représente la confiance, la sagesse, la sérénité. Or, Emmanuel Macron est arrivé avec un âge assez jeune, 39-40 ans, et c'est pas dans la philosophie des Français. Donc, même si effectivement le mouvement qui a été mis en marche autour de sa personnalité, sa jeunesse, l'a propulsé au rang de président, il n'a pas bénéficié de l'aura. Par exemple, quand on parle de Mitterrand, on parle du général de Gaulle, de cet âge
qui lui permettait d'être respecté, vu en tant que vrai président. On l'a toujours considéré comme un jeune entrepreneur qui était en train de monter une entreprise. Et il est toujours vu comme le président entrepreneur quelque part, et pas comme le président qui peut rassurer, qui peut ramener le peuple, je vais dire, avec de la sagesse. Vous reprenez simplement Mitterrand et même le général de Gaulle et d'autres présidents avant eux. On voit comment ça se passe quand on parle d'eux, alors que Macron, on le considère toujours encore comme un jeune. En ce qui concerne la fonction, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'a pas, c'est vrai qu'au début, il a voulu partir très fort avec beaucoup d'idées, d'innovations. Très vite, il s'est retiré à la vraie France avec les Gilets jaunes, parce que, comme on dit, on ne gère pas un pays comme on gère une entreprise, même si ça y ressemble en quelque sorte, mais c'est pas le cas, c'est plutôt comme une famille, pas une entreprise. Donc, il a eu le cas des Gilets jaunes qu'il fallait déjà gérer. Donc, tous les projets qu'il avait sont restés en stand-by à cause de ce premier impact. Deuxièmement, il y a eu l'arrivée de la Covid. Et donc, du coup, c'est un président finalement qui n'a pas servi parce que cette situation de 2 ans, je vous rappelle, c'est un quinquennat qui dure 5 ans. Donc, pendant les 2 premières, 1 an et demi, Gilets jaunes, donc, qui bloquent la France. Ensuite, Covid, il n'a pas eu d'expérience internationale, il n'a pas pu. Donc, finalement, pour moi, c'est un quinquennat qui n'a pas réellement existé. Et je me pose même la question, est-ce qu'il va se représenter? Parce que quand on est passé à côté vraiment du premier quinquennat, je ne sais pas si on prend le risque de se représenter sur l'autre. Là, on essaie de sortir à nouveau de cette crise sanitaire. Et là, il se retrouve à nouveau heurté avec les conflits qui recommencent, gilets jaunes, passe sanitaire. Donc, voilà. Donc, c'est quasiment le seul qui, pendant tout son mandat, s'est retrouvé avec des conflits qui l'ont freiné et qui l'ont empêché de prendre des décisions. Donc, c'est là qu'on voit, comme je disais, on peut être jeune, avoir des idées, de vouloir monter la République comme une entreprise, mais la République, ça reste la République, ça reste des hommes et des femmes qui regardent vers quelqu'un d'un côté paternel, qui va les donner des engagements, la sérénité, la sécurité, et pas trop vers un jeune qui, à tout moment, peut changer d'avis, peut changer de vent et autres. Donc, c'est pas la France. La France cherche plutôt la sérénité dans ses présidents, et c'est vrai que sa jeunesse, peut-être, et on peut aussi revenir sur l'ancien président aussi, Giscard, qui était jeune aussi. Et on a vu ce que ça a donné. Je pense que sa jeunesse avait aussi, c'était aussi un défaut. C'est pas du tout dans la mentalité française de se laisser emporter par la jeunesse de leur président. Je pense qu'ils cherchent plutôt la sénérité dans l'âge. Ok, c'est un avis. C'est un avis. Tout à fait ça. Alors, quelques éléments quand même pour comparer. Ici, effectivement, dans cette émission, notre objectif n'est pas de faire un pronostic, de savoir si, le président va se représenter ou la façon dont il va anticiper comment dire, ou même ne pas se représenter. Nous ne sommes pas une chaîne de pronostics. Mais par contre, ce qui serait intéressant de voir, c'est partant de ce bilan, il y a 2 tendances, on va dire, je vais essayer de définir 2 tendances en France. Une tendance progressiste, si je puis dire, non pas au sens où nous l'entendons ici en Martinique, mais vraiment dans cette optique de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle façon de voir les institutions françaises et donc le rôle présidentiel, et une logique tout à fait conservatrice, on peut l'appeler à droite ou à gauche, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment cette envie de conserver les choses, de conserver un état d'esprit de la France, et les deux se valent. Maintenant, je pense que les présidents ou les politiciens sont un peu un mélange de ces 2 choses, à la fois progressistes sur certains domaines, conservateurs dans l'autre. Et j'aurais aimé qu'on dresse un petit peu le profil du président. Donc là, on a vu un petit peu son parcours, ce qu'il a fait, la façon dont c'est perçu par la population, puisque effectivement, il y a le point de vue de Kamal que je résume sans réduire à une certaine volonté de conserver une certaine image de la France, et celui de Clara qui est plus vers, sans encore le réduire, un progrès, une évolution de la fonction présidentielle. Moi, j'aurais aimé qu'on dresse un petit peu ce bilan et qu'on le mette en perspective, peut-être sur une prochaine élection, en se demandant d'abord quelles seraient éventuellement les forces en présence, et
à quoi ressemblerait le prochain quinquennat, quelle que soit la personne qui l'occupe. Donc, bien évidemment, je donne la parole à Clara. Wow, c'est vrai que on peut définir, on peut séparer vraiment l'échiquier politique entre les conservateurs et les progressistes. Déjà, pour revenir à Emmanuel Macron, nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce qu'il a fait du en même temps? Est-ce qu'il a vraiment mené une politique un peu de gauche et une politique un peu de droite? Est-ce qu'il a fait du en même temps? On pourrait dire que ceux qui viennent de la gauche se sont sentis durant ce quinquennat un peu abandonnés. Abandonnés sur quel point? Sur certaines politiques publiques sociales. On a vu beaucoup, on le voit, de politiques publiques qui, selon certains, et même pour ma part, on voit que ça tend un peu plus à droite. On peut penser à la réforme de la retraite, la réforme de l'assurance chômage, voilà. Ce qu'on peut quand même souligner avec le quinquennat qui se termine, on pourra quand même saluer quand même son engagement son engagement pour l'insertion, pour la mise en avant des femmes au sein du gouvernement, où on voit vraiment qu'il y a une politique publique qui est menée aussi par le gouvernement, d'abord par Marlène Schiappa et dans un second temps par Madame Moreno, où on voit vraiment qu'il y a une politique pour vraiment mettre en avant les femmes déjà au sein du gouvernement et des politiques publiques. Je pense également aux violences faites aux femmes, harcèlement, etc. Mais pour terminer, pour voir un peu, pour continuer encore ce raisonnement, aujourd'hui, la société est divisée. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est divisée sur le plan, on peut vraiment dire conservateur ou progressiste. Le vrai problème aujourd'hui en France est le problème identitaire. Et ça, par exemple, Éric Zemmour l'a très bien compris et il place le sujet de l'identité par l'expression, par l'emploi de l'immigration. Le problème identitaire, on le voit, c'est le même aussi aux Antilles, notamment en Martinique, si on veut faire un parallèle. Qui sommes-nous dans la société française? Qui sommes-nous? Et je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ainsi que le gouvernement n'a pas su voir les autres problématiques. Donc, on a eu la problématique de la sécurité, on a eu avec la police, on le voit encore, où il prend des mesures, contrôle de la police. Mais aujourd'hui, le vrai mal-être de la société, c'est l'identité. Et l'identité, ça va au-delà de la gauche et de la droite. C'est l'ensemble de la population qui est touchée. Donc pour moi, c'est le grand problème. Est-ce qu'il a un avis dessus? Il faut se poser la question. Même si, par exemple, si on veut évoquer la laïcité, enseigner cet avis sur la laïcité, c'est une vision de la laïcité, par exemple, que je partage, c'est-à-dire la liberté de penser. Certains, par exemple, diront que la laïcité, c'est la neutralité, l'absence de religion dans l'État. Et je pense que la laïcité, c'est avant tout la liberté de croire, de ne pas croire. Et c'est tout ça. Et dans cette liberté, je parle de laïcité, pourquoi? Parce que dans la laïcité, certains arrivent à évoquer la laïcité, à relier la laïcité avec le problème identitaire en France. Certains vivent certaines religions. Et on verra qu'encore dans les mois à venir, le problème identitaire reviendra. L'immigration, ce sera un sujet qui reviendra. Et encore, pourquoi on parle aujourd'hui de sécurité? Tout simplement parce qu'on va encore lier la sécurité, terrorisme, etc., avec l'immigration. La vision, pour répondre à la question de comment je vois l'avenir, on ne peut pas prédire. Pas de prédiction pour ma part. Nous verrons les sujets, nous verrons comment la société évolue. C'est la société qui fait les sujets, c'est la société qui fait les lois également. Ok.
Alors, juste avant de donner la parole à Kamal, Clara, je vais rentrer dans mon rôle de modérateur. Je ne partage pas vraiment cette vision, que ce soit exactement ou que ce soit même proche la question identitaire en France au niveau électoral et la question identitaire en Martinique à l'époque, par exemple, d'Aimé Césaire, qui a sérieusement et concrètement mis la question sur la table. Parce que je fais une différence, surtout par rapport aux potentiels candidats que vous avez cités. Il s'agit notamment d'Éric Zemmour, qui n'est pas encore concrètement identifié comme candidat. Je pense que son discours est plutôt nauséabond et qu'il est très différent du discours césarien, où le discours césarien essayait d'apporter une identité qui est ouverte à l'universalisme, qui est une identité qui est inclusive, là où, par exemple, Éric Zemmour présente une identité qui n'est pas inclusive. Donc, cette différence, je n'ai pas comparé Césaire et Zemmour. Non, mais vous avez dit que pour vous, la question identitaire en politique en France qui va être au cœur des présidentielles à venir, ça je veux bien le concevoir, pouvait se comparer à celle de la Martinique. De mon point de vue, c'est impossible de comparer parce que ce sont des notions universalistes différentes. Pour moi, ce problème a déjà été adressé, mais bon, il n'y a pas de problème. Tous les avis se valent. On écoute tous les avis sur Clamaria TV. C'est juste que je pense qu'il y a un problème identitaire que les Martiniquais ressentent. On le voit aujourd'hui. Déjà, on peut se poser la question, est-ce que les Martiniquais se sentent plus Martiniquais ou ils se sentent Français? C'est la question qu'on se pose également en France hexagonale. Soit on est parti de la Martinique pour aller en France, soit pour d'autres personnes qui viennent soit des continents américains ou africains. Parfois, même quand ils sont nés, il y a la question de savoir est-ce que nous nous sentons véritablement français? Et ça, pour moi, on peut comparer ce qui se passe actuellement en Martinique et ce qui se passe en France hexagonale. Mais ce n'est que mon avis, Laurent Cyprien. Tout à fait. C'est normal, tous les avis se valent. Mais juste avant de donner la parole à Kamal, nous avons tous eu l'occasion de vivre en France hexagonale, dans les grandes villes, dans les petites villes. C'est mon cas également, donc je connais bien cette réalité, je ne la remets pas en question. Mais je soutiens toujours que la comparaison du climat identitaire en France n'a rien de comparable avec celle qui a été connue en Martinique et qui a été expliquée à de nombreux points sur les points théoriques, anthropologiques et bien entendu poétiques. Mais tout de suite, je donne la parole à Kamal Valsin pour son opinion concernant, donc je disais, je recentre nos discussions du profil des prochaines élections et on va dire du modèle à quoi pourrait ressembler le prochain quinquennat sans faire de pronostics sur les candidats aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas connus. Donc, c'est quelque chose de très général. Tout de suite, Kamal. Oui, donc déjà, c'est vrai que dans un premier temps, j'aurais voulu dire on ne peut pas gouverner sans faire du tout en même et en même temps parce qu'on gère un peuple. Et la population est complètement différente, ça veut dire qu'on doit répondre aux besoins de tout le monde. Si on arrive à faire une politique qui cible un axe, c'est qu'on est quasiment un dictateur. On ne peut pas faire ça dans un pays démocratique. On doit répondre aux besoins de tous. Donc, le tout et en même temps, pour moi, c'est démocratie, ça reste quelque chose de lié à la démocratie. Voilà, c'est comme dans une famille, on doit répondre aux problématiques de tous les enfants, on est obligé de faire tout en même temps. Moi, ce qui avait dommage pendant les années passées, c'est que malgré l'affaiblissement de la gauche, on a vu ce qui s'est passé, 6% aux dernières élections, la droite n'a pas existé non plus. Et pourquoi elle n'a pas existé? Parce qu'on a vu que la politique qui a été menée par le président actuel était beaucoup plus à droite. Donc, l'échiquier ne se sentait pas gêné ni mis à mal à droite. Alors, je vais vous demander, Kamal, de bien vouloir préciser ce que vous entendez par droite et gauche, parce que les termes sont tellement galvaudés aujourd'hui. Les sens sont tellement corrompus dans les médias aujourd'hui qu'entre droite et gauche, on ne sait plus quoi dire. C'est pour ça que j'avais choisi un clivage progressiste conservateur, mais vous pouvez prendre le clivage que vous voulez dans la mesure où vous définissez les concepts.
Merci. Bon, sinon, donc, on va rester dans les plus grands connus. On va dire, voilà, le Parti socialiste, d'un côté, était souffrant, sous perfusion, et les LR n'ont pas réagi parce que la politique qui a été menée par le président actuel rentrait dans leur propre politique à eux. Donc, on voit que malheureusement, l'absence des forces du côté du Parti socialiste n'a pas permis de rééquilibrer le système quand on parle du système social, quand on parle de la sécurité et autres. Il n'y a pas eu de débat ou de contre-débat contre le pouvoir en place. Néanmoins, on voit aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats ou d'occasion de réagir à la politique actuelle parce que le confinement a fait que voilà, le pays était en sommeil pendant ces 2 dernières années. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que je disais que c'était un quinquennat perdu, pour moi, qui n'a pas existé parce qu'on n'a pas senti vivre ce quinquennat pendant ces 5 ans. Et voilà, mais bon, je ne suis pas inquiet pour demain. Comment je vois la France au prochain quinquennat, ça va être de la reconstruction. Il va falloir reconstruire tout ça. Parce que du coup, ça a été brisé sur Macron dès le début avec... Alors, qu'est-ce qui a été brisé, Kamal? Donc, déjà, la population a été divisée, a été brisée. La sécurité a été cassée aussi. Le social, avec tous mais bon, quand on parle de la retraite et autres, ça a été mis à mal. Il va falloir reconstruire tout ça. Et on le reconstruit après cette crise sanitaire. Donc, la question qu'on va se poser, c'est que la situation qu'on se retrouve là-dedans n'est rien d'autre que le résultat de 30-40 ans d'une mauvaise gestion, qui fait que la crise nous a aussi impacté aussi méchamment, si j'ose dire. Donc, on va se demander maintenant, le prochain président, comment va-t-il reconstruire le pays de manière à éviter qu'une prochaine crise puisse faire autant de mal au pays? Parce qu'aujourd'hui, on commence à sortir la tête, mais on va voir les dégâts réels de cette crise d'ici 6 mois. On va voir, on parle aujourd'hui, on dit voilà, qu'il y a des postes qui sont, quand j'écoute les recherches d'emploi, on nous dit qu'il y a des milliers de postes à pourvoir, pourtant il n'y a personne en face. Donc, qu'est-ce que ça nous cache quelque part? On va reprendre le problème de la sécurité, on voulait parler de l'immigration. Pour moi, aujourd'hui, l'immigration, c'est pas un problème en France. On sait comment, à chaque élection, on arrive à rêver les vieux démons, et on les crée quand il faut. On a bien vu que depuis quelque temps, Marine Le Pen ayant adouci son discours, il fallait recréer un Marine Le Pen de l'autre côté. Donc, on a utilisé Éric Zemmour pour recréer. Donc, pour moi, je suis pas inquiet sur l'immigration. La France n'a pas un problème d'immigration. Quand vous mettez un pourcentage, ça représente même pas 10% de la population. Et c'est pas ça qui met en difficulté l'économie ni le social en France. Les vrais problèmes, c'est nos politiques et nos dirigeants. Comment vont-ils trouver le courage de prendre des décisions qui respectent, qui respectent l'humain, qui respectent aussi le pays, qui respectent le développement et qui respectent la volonté de chaque personne de trouver sa place dans ce pays. Et maintenant, il va falloir construire avec ça. Il va falloir reconstruire la France. Et maintenant, je pense que les Français seront beaucoup plus vigilants à la manière que la France sera reconstruite pour éviter des catastrophes comme on vient de voir actuellement. Et c'est ça maintenant. Ça veut dire que est-ce que la population va s'investir beaucoup plus dans la politique, va regarder plus vers leurs dirigeants et va avoir beaucoup plus d'exigences envers leurs dirigeants pour éviter ces types de catastrophes. Parce que honnêtement, quand on voit la santé comme elle a été malmenée pendant ces 2 ans, on sait très bien que ce n'était pas seulement à cause de ce problème de corona, mais c'était parce qu'il y avait 30-40 ans de mauvaise gestion, de vouloir transformer la santé en un business, un modèle d'entreprise. Et la santé ne peut pas être gérée comme une entreprise aussi. Donc voilà. Et pourtant, ça restait l'un des points régaliens de l'État. La santé et l'éducation, ça reste sur le pouvoir de l'État. Et on a vu que l'État voulait traiter ça comme une entreprise. Et ça ne peut pas marcher. Donc, c'est surtout dans ces axes-là qu'on va voir, c'est plutôt la reconstruction. Comment reconstruire? Le président nous avait dit que nous sommes en guerre, mais nous allons sortir de cette guerre, mais il va falloir reconstruire après la guerre. Et toute guerre demande reconstruction. Qui finance, comment on finance, et avec qui on reconstruit, avec quel modèle économique et quelles idées. Alors, justement, c'est ce que nous allons voir ensemble. Petite question subsidiaire. Effectivement, Kamal, vous mettez en avant l'alternance droite-gauche qui a mené justement à cette élection, on va dire, d'un outsider, c'est-à-dire d'une proposition politique nouvelle. On pourrait dire exactement la même chose du candidat que Clara a présenté. Cependant, la question, c'est est-ce que nous allons retourner à cette logique alternante,
c'est-à-dire non pas sur des vieux partis, mais sur des partis renouvelés par la défaite cinglante qu'ils ont vécue la dernière fois, les deux, donc qui ont été complètement exclus, non pas du gouvernement, mais de la tête de la France, de la fonction suprême en France. Est-ce que finalement cet épisode Macron ne sera qu'un épisode, ou est-ce que ce sera quelque chose qui va mener à une nouvelle recherche, justement, de nouveaux profils, de nouvelles idéologies, de nouvelles manières de penser qui vont accoucher un nouveau clivage, peut-être, ou plusieurs nouveaux clivages? Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait partie de ce mouvement qui, à un moment, voulu casser le système en place. Parce que le système en place, on a bien vu qu'il était stérile, c'était engrippé depuis trop longtemps et ça n'apportait pas de fruits. Donc, moi-même, je faisais partie de ce mouvement qui voulait casser le système de manière à reconstruire. Toute cassure, toute destruction demande forcément la reconstruction. Maintenant, il va falloir reconstruire en évitant les erreurs du passé. Ça veut dire en évitant de donner le pouvoir à ces deux partis, les deux éléphants, comme on les appelait, qui vont diriger et qui vont finalement faire la même chose parce qu'ils ne veulent pas se déranger. Et voilà, donc, sous quelle forme ça va se prendre? Donc, il y aura toujours des partis politiques. Il y en aura qui seront peut-être plus en avant que d'autres, parce que naturellement, dans toute société, toute organisation sociétale fait qu'on a toujours une voix qui est plus forte que l'autre. Donc, c'est la structure de l'humain même qui entraîne ça. Mais effectivement, on va devoir reconstruire, donc peut-être même pas les mêmes noms. Mais par contre, il y a des erreurs à ne pas construire et à ne pas faire. Et ce que je suis en train d'observer aujourd'hui, c'est les écologistes, par exemple, qui continuent à vouloir rester une partie politique. Et pour moi, je trouve que l'écologie ne devait pas être une partie politique. Ça, pour moi, ça devait être changé. Ça n'a rien à faire en politique. Dans la logique de comparaison des fruits, donc à la fin du mois d'août, c'était la fin de la saison des mangues en Martinique et des mangos, ce qui est une véritable catastrophe, mais bon, c'est la vie. Il faut que les choses continuent pour passer à celle des maracujas. Alors, à quoi ressemble, dans cette comparaison fruitière, ce nouveau plan? C'est-à-dire qu'effectivement, M. Kamal disait qu'il fallait enlever, il a lutté pour sortir des rouages habituels. À quoi ressemble ce nouveau plan qui a poussé pendant 5 ans, Clara? À quoi, pardon? À quoi ressemble ce nouveau plan? À quoi ressemblent les fruits de cette nouvelle plante qui a été plantée, donc qui n'est ni la gauche ni la droite, mais un peu des deux, on va dire, par rapport aux résultats qu'il produit. Donc, on a planté la graine. Maintenant, elle a germé, elle a donné des fruits. Est-ce que ces fruits sont savoureux? Est-ce que l'agriculteur est content? Est-ce qu'il a été bien arrosé et bien ensoleillé? Donc, tout ça, évidemment, sont des métaphores financières, économiques, structurelles et administratives, mais pour pouvoir rendre les choses un peu plus légères. Est-ce que le fruit Emmanuel Macron, maintenant récolté, est bon? C'est vrai que j'ai vu d'assez près son évolution à Emmanuel Macron. Je me rappelle de cet homme qui avait tenu lors de son passage au ministère de l'économie des propos sur les femmes et notamment les femmes illettrées et autres. Il a fait du chemin depuis, après son passage au ministère de l'économie. Il a quitté ce ministère de l'économie. Il a lancé son parti En Marche avec cette volonté d'aller au-delà de ce clivage gauche-droite. Je trouvais ce projet assez fort et intéressant. Je me rappelle quand j'ai vu qu'il a vraiment mis en place ce parti, cette idéologie d'aller au-delà du clivage gauche et droite. C'est quoi être de gauche? C'est quoi être de droite? On peut toujours et on se pose encore la question, puisque même quand on analyse la situation, on ne sait plus véritablement qui est de gauche et qui est de droite. Mais on reviendra un peu plus tard dessus. Il a lancé son mouvement et il a gagné. Il a été très, très fort parce qu'il a joué sur cette volonté de montrer à quel point il était innovant, il apportait un vent de fraîcheur. Là où les partis, on voit certains grands partis comme le Parti socialiste et notamment les Républicains, on voit qu'ils ont péché, ils n'ont pas su, déjà ils n'ont pas vu forcément le danger Macron parce qu'il lançait son mouvement. On pouvait se poser les questions de savoir avec quel financement, avec quelle aide, quel soutien politique
et il a eu beaucoup de soutien politique. Je pense au début, notamment avec M. Colombe. Il a vraiment eu des soutiens aussi de la gauche qui sont partis. Beaucoup de ceux qui étaient au PS sont partis du PS pour aller le rejoindre et certains de la droite également. Donc, ça a pu faire un mix sur son action aujourd'hui, sur son action du « en même temps ». Il a tenté de faire du « en même temps », mais on voit qu'il n'arrive pas à faire du « en même temps » totalement. Et malheureusement, pour certains, et je trouve un peu... oui, ça peut être malheureux, il penche beaucoup à droite, notamment sur le discours où il a mis il a mis des ministres clés au sein du gouvernement de droite. Jean-Michel Blanquer à l'éducation, il a mis Darmanin un moment à la fonction publique et là à l'économie au début et après au ministère de l'Intérieur. On voit, en tant que Premier ministre, on a eu également, on voit qu'ils viennent plus de la droite. Donc, ça penche un peu le fruit Macron en lui-même, la politique qu'il a voulu mener. Il a tenté de faire du en même temps, mais est-ce que le consommateur, celui qui consomme le fruit, a vu véritablement une politique publique avec ce en même temps? Est-ce que certains ne se sont pas laissés léser? Et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, beaucoup se sont laissés, ont eu le sentiment d'être lésés sur le point, vraiment avec tout ce qui est taxes aussi. Pourquoi ça a commencé la crise des Gilets jaunes? C'est parce qu'il y avait une augmentation des taxes, le prix de l'essence. C'est tout ça en fait. Et dans notre société aujourd'hui aussi, certains partis comme de l'extrême gauche ont su vraiment mettre en avant cette vision d'Emmanuel Macron comme étant le président des riches. Je pense également au parti de Jean-Luc Mélenchon où on voit que beaucoup, à un moment, ils ont martelé vraiment cette image de président de riche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est le président des riches? Si c'est une question, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que pense Kamal sur ce sujet? Non, mais cette fois-ci, c'est moi qui présente, Clara. Donc, je vais exceptionnellement... Mais je voulais le titiller. Mais je vais lui donner la parole. Ne vous inquiétez pas, je vais lui donner... Je répondrai là-dessus, je répondrai. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je me suis posé la question, est-ce que Kamal avait un avis dessus? Non, je vais lui donner la parole dans quelques minutes, juste quelques éléments de modération. Donc oui, effectivement, la fin de l'ISF en début de mandat, avec 15 à 20% de supplément de revenus pour les personnes qui le payent, donc les plus riches en France, et aussi toutes les dispositions qui ont été prises au niveau du CICE sur des montants qui dépassent très très largement le montant de l'aide sociale en France. Donc, il y a un certain nombre de facteurs objectifs qui permettent de dire oui, Emmanuel Macron a été le président des riches. Des facteurs financiers tout à fait vérifiables. Maintenant, la question du goût du fruit, évidemment, peut-être qu'elle est différente pour chacun. Peut-être que les personnes qui ont de hauts revenus et qui vivent confortablement, qui vivent une identité que je qualifierais d'européenne ou d'universelle, donc qui trouvent toutes sortes de moyens d'échapper à l'imposition et aux taxes diverses, ont peut-être un goût différent ou un arrière-goût différent que ceux qui, au quotidien, sont venus faire connaître leurs souffrances et leurs difficultés dans les ronds-points de France depuis maintenant pratiquement 3 ans. Donc, et même aujourd'hui aux Antilles. Donc, tout de suite, je donne la parole à Kamal à ce sujet, avant d'aborder une autre question de politique internationale. Oui, je répondrai quand même à la question de Madame Clara. Effectivement, comme je disais, le tout en même temps est nécessaire dans la politique. Et dans une démocratie, on ne peut pas mener la politique sans faire le tout en même temps. Sauf que le modèle start-up ne peut pas être lié au tout en même temps. Parce que tout simplement, quand vous menez une entreprise, votre start-up, vous menez pour gagner. Vous ne pouvez pas faire du surplace. Un chef d'entreprise, il prend des décisions pour avancer. Il n'est pas là pour être le copain des salariés. Donc, il prend des décisions, il avance. Donc, c'est ça, le modèle économique que lui, il avait mis en place sur le modèle de start-up d'entreprise ne peut pas faire tout en même temps. Et naturellement, on laisse
toute une partie des gens sur le côté. Donc, est-ce que c'est le président des riches? Effectivement, quand on voit les décisions qui ont été prises avec, d'un côté, beaucoup d'avantages pour ceux qui en avaient déjà, et de l'autre côté, on a parlé des prix de l'essence, on oublie l'APL qui a été supprimée à des personnes. On ne peut, voilà, ce sont des humains qu'on traite, c'est pas des robots. Donc, naturellement, quand on voit d'un côté les riches récoltent et les pauvres, ils en perdent. Et je rappelle juste que les pauvres sont majoritairement en France. On a 1% de riches et 2%, et le reste, c'est les pauvres. Naturellement, c'est le président des riches. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait des raisons de douter de la politique de Macron dès son arrivée? Même quand il était déjà encore à Bercy, sous François Hollande, on a bien vu que la politique qu'il menait, et d'ailleurs, c'est ça qui a entraîné François Hollande dans la perdition, d'avoir suivi les conseils de Macron, alors que lui, c'était un socialiste. Il a mené une politique de droite en suivant des conseils de quelqu'un qui... Bon. Une petite modération tout de même. Non, en France, il n'y a pas 99% de pauvres, hein, Monsieur Kamal. C'est une façon de parler. Il y a effectivement 1% de très riches. La pauvreté en France est estimée à environ 6 à 7%. Donc, on est très, très loin des 99% que M. Kamal a. Non, pas du tout, mais loin, très loin de là. Cependant, effectivement, il y a cette question de politique sociale qui s'est posée. Et là, je fais juste une petite aparté pour vous deux. Effectivement, il y avait cette volonté de changement de méthode qui a été affichée après la question des petites phrases, notamment en début de quinquennat. Quand on voit en fin de quinquennat, je déteste parler des petites phrases, mais là, je fais une exception. L'aide pour acheter des fournitures scolaires est utilisée pour acheter des télés. On ne peut pas s'empêcher, même si je vois pour de nombreux enfants autour de moi que ce n'est pas le cas. La rentrée scolaire coûte de plus en plus cher à tous les niveaux. On ne peut pas s'empêcher de ressentir cette petite amertume de mépris quelque part, de la part de quelqu'un pour qui la rentrée scolaire n'a peut-être pas été un problème qu'il l'est pour ceux qui bénéficient des aides à ce sujet. Donc est-ce qu'il y a eu un changement sur ce quinquennat? C'est la question que je pose à Kamal, juste avant de passer la parole à Clara. C'est vrai qu'entre le début et la fin de son quinquennat, Macron est resté Macron. Le président est resté le président. Que ce soit les phrases du début jusqu'à la fin, il n'a pas changé, même si la communication a voulu évoluer, on a changé. Mais c'est dans sa nature, c'est le personnage qui est comme ça. Et donc, la politique qu'il avait en tête avant même d'arriver aux affaires, il a cherché à le mener jusqu'au bout, même si en voulant adoucir les choses. Mais pour moi, ça n'a pas changé. Mais moi, disons, j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas surpris parce que le personnage, je savais, moi, c'était mon but, en fin de compte, quand je menais jusqu'au bout ce projet de soutenir, c'était casser le système en place. Ce n'était pas le maintenir Macron. Honnêtement, c'était juste casser le système parce que ce système, comme je disais, n'apportait plus de fruits, ne satisfait plus aux Français et n'avait même pas de la place pour des gens comme nous, issus des Outre-mer. Donc, je dis encore aujourd'hui, si vous essayez de vous présenter en politique, issus des Outre-mer, vous avez très peu de chance. Et c'est tout ça que j'avais envie de casser pour reconstruire, rebâtir quelque chose de plus propre, avec moins de corruption, avec des hommes et des femmes qui sont vraiment plus engagés pour leur pays. Mais je ne m'attendais pas vraiment à un changement de ce quinquennat de 5 ans, mais plutôt après, comment on va reconstruire. Et je pense que la COVID qui est arrivée nous donne encore une raison de vouloir reconstruire autre chose autrement. Donc, en fait, ce qu'Emmanuel Macron représente au niveau de sa classe, vous êtes OK, enfin, je ne pense pas que vous soyez OK, mais vous semblez dire que vous êtes OK avec ce comportement de classe. C'est-à-dire que la fonction présidentielle, selon vous, peut être méprisante des Français du début comme à la fin du quinquennat. Non. Des Français les plus modestes, j'entends. Avec lui, on a vu effectivement, c'était ça le cas. Mais bon, il n'a pas été le seul. On prend le sous Sarkozy aussi. On n'a pas eu des présidents qui ont été respectueux des Français. François Hollande était beaucoup plus, je dirais, bon, il était aussi beaucoup plus silencieux. Mais on voit bien qu'il y avait un autre style, quelqu'un qui était un peu plus proche du peuple.
même si, entre-temps, il avait oublié d'où il venait. Mais je ne suis pas étonné du comportement de Macron, je ne suis pas étonné, sachant d'où il venait, comment il s'était déjà comporté au ministère de l'économie et autres. Il fallait s'y attendre. Donc, rien ne me choque dans son comportement. Moi, je trouve ça choquant, mais je passe la parole à Clara. Alors, est-ce que la fonction présidentielle peut-elle être méprisante au début comme en fin de quinquennat envers les Français les plus modestes, qui sont certes pas 99%, mais 6% en France? Clara. Alors, c'est vrai que moi, quand on parle de mépris, je me rappelle d'un épisode qui m'avait interpellée. C'est lorsqu'il avait dit que les Français, on devait traverser la rue pour trouver du travail. Là, c'est vrai que je me suis dit, il n'a pas mesuré ses propos, il n'a pas mesuré ce qu'il disait à la population. Comment peut-on dire à quelqu'un qui a, par exemple, fait des études pour un certain domaine, de traverser la rue pour trouver un travail, par exemple? Ce n'est pas que on peut dire que être serveur ou autre, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand on a étudié dans un domaine, on a pris le temps de travailler, de vouloir, d'avoir un projet de vie professionnelle et qu'on souhaite évoluer dans un domaine, c'est dur, c'est vrai, de dire à une personne, ben, trouve-toi un travail lambda pour pouvoir travailler. Et si tu ne cherches pas, si tu ne vas pas chercher ce travail, tu es peut-être vu comme étant un paresseux ou bien quelqu'un qui est tributaire du système, notamment des allocations, chômage ou CAF, etc. Ça m'avait choquée parce que je me suis dit, il ne prend pas en compte parfois le rêve de certains Français. C'est dur de dire que quand on a travaillé pour quelque chose, qu'on doit, par exemple, changer de projet parce qu'il faut travailler et autres. Parfois, certaines personnes ont besoin du temps. C'est quelque chose d'assez psychologique pour peut-être changer de voie, pour pouvoir travailler dans un autre domaine. Parfois, on n'a pas les compétences, on va frapper aux portes, mais parfois, les portes ne s'ouvrent pas, même quand un secteur d'activité est ouvert à certaines populations. Il a dit, on a fait comprendre qu'il disait d'aller chercher de travail dans des restaurants, etc. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est pas tout le monde qui sait accueillir des personnes, qui sait faire de la restauration, de l'accueil. Donc, oui, peut-être, on peut souligner parfois un manque. On peut dire, certains auraient pu, mais ça, j'ai trouvé que c'était un peu une façon de juger certains et de juger le projet de vie des Français. Et parfois, les Français, on l'a vu et on le voit toujours, les Français ont besoin de se sentir libres dans leurs décisions. Pour revenir aux propos de Jean-Michel Blanquer, parce que ce n'est pas le président qui a tenu ces propos, mais c'est Jean-Michel Blanquer. C'est vrai que ça m'a interpellée parce que je pense qu'il a joué de la communication et qu'il a voulu un peu cacher que malgré tout, dès lors qu'il y avait un cas Covid, on devait renvoyer les étudiants, par exemple, chez eux. C'est ça en fait, parce que c'est dur de voir que, par exemple, qu'on n'est pas vacciné et qu'on est vacciné, s'il y a un cas Covid, c'est les non-vaccinés qui restent chez eux. Pour moi, c'est une communication, on ne voit pas qu'est-ce que ça cache au-delà. Après, pour revenir sur cette prestation, j'aurais beau dire, moi je me rappelle quand j'étais encore aux Antilles, et même des fois je vois sur les réseaux sociaux, on aime dire que certaines mères utilisent l'argent pour faire autre chose. Donc, est-ce que ça choque? Est-ce que c'est vraiment des propos qui peuvent choquer quand parfois même la population le dit à voix haute? Oui, tout à fait, c'est très choquant. Je continue mon petit rôle de présentateur que je fais très modestement ici. Juste avant de donner la parole à Kamal, Clara, vous avez parlé du taux de chômage, du chômage de façon générale. Apparemment, les Français n'ont pas suffisamment traversé la rue. Je lis en même temps que je suis là sur le site de l'INSEE, un taux de chômage stable à 8,1%. Sur le premier trimestre 2021, pardon, et une évolution notamment du chômage des hommes et des femmes. Par exemple, 18,6 sur le quatrième trimestre 2020, 20,6 chez les hommes et chez les femmes, 21 et 21,3
en pourcent de population active. Certes, nommer des femmes au gouvernement, dans des ministères qui en plus ne sont pas clés, mais qui ont été particulièrement visibles pendant le quinquennat, notamment celui de l'égalité homme-femme et de l'égalité des chances. Est-ce que ça a changé quelque chose sur la réalité, par exemple celle de l'emploi, puisque je vois avec mes deux protagonistes que les questions économiques internes sont très intéressantes, alors que moi, je veux poser des questions de politique externe, internationale. Mais de toutes les façons, vous n'y couperez pas, on sera obligé d'en parler. Donc, un taux de chômage à 8,1% globalisé, 21% population active femmes, 18% population active hommes. Est-ce que ces ministères symboliques ont porté leurs fruits? Là encore, quel goût a le fruit? Est-ce qu'il est amer? Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est sucré? Clara. Il est sucré-salé, chèvre-miel, je dirais, comme j'aime. J'aime tout ce qui est sucré-salé. Je pense que c'est un peu sucré-salé, un peu chèvre-miel, on va dire ainsi. Mais comment on peut voir? C'est vrai qu'il y a eu une avancée sur le plan de la politique nationale. Ce qu'on veut voir plus, c'est plus de femmes. Et je l'ai toujours dit, plus de femmes déjà en politique, plus de femmes en fonction, plus de femmes dans les postes à haute responsabilité. Et il manque encore ça. Mais je trouve qu'on a avancé, même à l'Assemblée nationale. On a vu un changement. On n'a plus forcément cette Assemblée nationale qu'on caractérisait comme étant des hommes de certain âge et des hommes d'ethnie blanc. Donc, on voit que ça a changé. L'arrivée d'Emmanuel Macron a changé. L'Assemblée est plus jeune. Il y a quand même cette diversité, cette notion de diversité qui dérange encore aujourd'hui. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette avancée. Mais dans la société, et on le voit, pas seulement au niveau de la politique, au sein des entreprises, il manque encore des femmes à des postes clés, dans les postes de comité de direction, dans certains secteurs d'activité. Je pense au numérique. Le numérique est vraiment l'avenir. On le voit, les plus grands, on parle de GAFAM, etc. Ils se trouvent dans le numérique. L'argent, le pouvoir se trouve dans le numérique. Aujourd'hui, on s'exprime sur Facebook, mais on ne sait jamais si Facebook veut, on ne pourra plus être visible. Et il manque encore des femmes dans le secteur du numérique, un secteur pour moi qui a haut potentiel et où il faut que les femmes aillent s'investir également. Comment? Alors là, je ne suis pas d'accord. Comment arriver? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Je vais modérer quand même. Je vais quand même modérer. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, monsieur? Juste un petit point de modération. Juste un petit point de modération. Je rappelle que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple français. C'est sa mission fondamentale. Peut-être qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Clara, dans les médias, dans les petites phrases sur les réseaux sociaux, dans l'Assemblée nationale, on a vu une évolution de la démographie. Mais en réalité, les femmes qu'on ne voit jamais, les hommes qu'on ne filme jamais dans l'Assemblée nationale et qui sont français, c'est 18 à 21%, bon 21% pour les femmes qui sont au chômage. Donc, il faut selon moi, et je ne suis pas journaliste, donc je n'ai aucune obligation d'être impartial de quoi que ce soit, il faut bien faire la différence entre la représentation, l'image, le PAF, le paysage audiovisuel français, la façon dont les médias représentent les choses et la dure réalité des chiffres. La dure réalité des chiffres, c'est que des femmes antillaises comme des femmes de la France hexagonale ou métropolitaine, vous l'appelez comme vous voulez, sont quand même 21% à être au chômage. Elles sont par conséquent dans des difficultés, puisque la majorité d'entre elles doivent également assurer les responsabilités de famille. Pas toutes, mais la majorité. Donc, en réalité, de cette apparente évolution médiatique, où d'un côté, on voit qu'effectivement, il y a des ministres femmes, il y a des députés femmes, il y a une certaine évolution des choses, est-ce que ce n'est pas un écran de fumée par rapport à ce que vivent les Français et les souffrances qui sont réelles, qui sont matérialisées par les chiffres? Kamal va nous donner un avis là-dessus, s'il vous plaît. Étonnamment, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'était l'avis que je comptais défendre, c'est qu'effectivement, tout ça pour moi, c'est de la communication, que ce soit au Sénat, de nos gouvernements, parce que la réalité sur le terrain est extrêmement loin
parce qu'on a tout simplement une culture en France qu'il va falloir faire évoluer. Et la culture en France, c'est les hommes aux commandes de tout. Les femmes sont encore bien loin. Et cette mentalité, il y a encore du chemin à faire avant de changer. Donc, c'est vrai que, voilà, on voit le président qui nomme des femmes et autres, on parle souvent d'avoir l'égalité homme-femme dans tout. Mais dans la réalité, moi même dans le cadre de ma fonction de chef d'entreprise qui côtoie d'autres entreprises, je peux vous dire, on est loin de voir les femmes à tous les niveaux. Donc, les chiffres sont effectivement corrects. Effectivement, 21% de femmes au chômage. Les femmes n'ont pas les postes qu'elles auraient dû avoir même, si j'ose dire. C'est toujours les hommes. La plupart du temps, quand vous allez dans une négociation, ça sera toujours l'homme. Et même quand il y a la femme, c'est l'homme qui prendra encore le dessus. Donc, il y a une mentalité, une culture française qu'il faudra casser. Mais ça ne se fait, moi, je dirais, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra des années, ça prendra, mais il faut que les femmes continuent à se battre et ne pas se battre que pour les problématiques, parce que là, vous avez dit les Antilles, ne pas que pour les problématiques des femmes en France, mais les femmes au sein de la nation française. Parce que le problème n'est pas qu'en France, parce que quand on regarde bien, on parle souvent, quand on parle des problématiques des femmes, on parle des femmes en France, mais il faut aller dans les autres mers. Et là aussi, je pense que si on prend les chiffres, on dissecte les chiffres, on va voir qu'aux Outre-mer, c'est encore pire. Le pourcentage des femmes doit être beaucoup plus élevé. Donc, j'ai pris les chiffres nationaux de l'INSEE. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je disais, si on dissecte les chiffres, ça veut dire si on rentre dans le détail, on verra que c'est peut-être pire dans les autres mers. Donc, l'image qu'on a d'un président ou d'un gouvernement avec beaucoup de femmes qu'on voit à la télé ne représente pas du tout la seule. Et ça a toujours été comme ça. Nos politiques ne nous représentent pas, ne nous ressemblent pas. Le modèle de l'État est loin de la réalité du peuple. Et c'est ça le grand dommage et qui fait qu'ils n'arrivent pas à répondre aux vrais besoins du peuple. Et je vais même rajouter concernant la nomination de Mme Moreno, dont je me réjouis personnellement, un parcours absolument extraordinaire. Mettre la politique et le monde de la tech en balance, Mme Moreno est un très mauvais exemple. Elle a quitté un poste dans le privé responsable d'HP sur toute la zone Afrique, donc qui est un niveau dans le high-tech qui est dans les 0,1% dans le monde de la tech. Donc, c'est un poste extrêmement prestigieux, extrêmement rentable aussi, pour rejoindre les ministères à des postes évidemment beaucoup moins rémunérés. Donc, en fait, je pense que même cet exemple ne sert pas à la cause, parce que le modèle du numérique, l'informatique, l'économie de la connaissance et du transfert de l'information, effectivement, est un élément central. Je pense même qu'il est devenu encore plus central que la question politique au fur et à mesure des années. Et pourtant, les femmes qui sont en poste, qui sont en puissance dans ces domaines-là, les quittent au niveau international pour rejoindre les ministères français et avoir un poste de représentation qui est de toutes les façons voué à être temporaire, puisque dans quelques temps, nous vivrons les élections présidentielles et il y aura peut-être un changement. Qu'est-ce que vous en pensez, Clara? N'hésitez pas à me corriger si je me suis trompée sur le parcours de Mme Moreno. Ah non, je vais pas vous reprendre. Vous êtes là pour nous reprendre. Donc, ce n'est pas mon rôle. Pour revenir au parcours de Mme Moreno, c'est un très beau parcours. C'est vrai qu'il n'empêche pas de voir la difficulté que les femmes ont de rentrer sur ce marché de l'emploi. Mais je pense que notre société, cette société est en train de changer. On aura beau dire, moi, je suis une personne optimiste. Et je pense et je crois au changement de cette société. Je n'ai pas envie de dire qu'on doit être les femmes. Nous ne devons être forcément dans une égalité totale. Mais nous devons même peut-être aller au-delà de cette égalité. On n'est pas obligé, je n'ai rien contre les hommes. Mais tout se passe aussi par la mentalité, par le mindset, comme on pourrait dire. C'est vraiment, il faut ne pas avoir peur. Et parfois encore, on a ce sentiment que parfois la femme, elle a de moins en moins, mais il faut qu'elle demande sa place à l'homme pour faire sa place dans la société. Non, la femme peut prendre sa place.
et je ne me trompe chaque fois entre, c'est Louise Michel qui le disait, j'espère que ce n'est pas Louise Weiss, mais c'est Louise Michel qui le disait, on ne doit pas manger notre place dans la société, mais on doit la prendre. Et même quand on connaît des difficultés à trouver un emploi ou autre, les femmes doivent prendre leur place. Elles doivent commencer un endroit, elles doivent se battre. Et tout ça, ça passe par le mental, ne pas rester dans cette mentalité où on reste et on attend un déclic. Je pense que la femme a tout à fait sa place dans la société et que la société d'il y a quelques années a fait croire que la femme était dans un second rôle. Et même quand j'entends les propos d'Éric Zemmour sur la place de la femme dans la société, ça me révolte au plus profond de moi. Ça me révolte parce qu'il a une vision du sexe féminin, de la femme au second rôle, alors qu'on peut tout à fait occuper le premier rôle. Et j'espère que l'ensemble des femmes pourront passer au-delà de tout ce qui a été notre passé. On a eu des difficultés. Il fallait demander au mari avant 1938 l'autorisation d'ouvrir un compte. On n'est plus dans cette société, mais après, il faut faire attention aux dérives. Je pense à ce féminisme assez radical où parfois il faut exclure l'homme. Je ne pense pas qu'il faut exclure l'homme. Je ne pense pas non plus qu'on peut parler beaucoup d'égalité. Je pense que c'est simplement qu'on peut prendre notre place dans la société. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Louise Michel, mais je vais citer l'auteur français très connu, Franck Michael. Toutes les femmes sont belles et mesdames, on vous aime. On vous aime. Moi, je vous embrasse tous. Vous regardez sur Clamaria TV aujourd'hui. On vous aime. Tout ce qu'on veut, c'est vous aimer. Vous aimez, c'est tout ce qui nous intéresse. Je vous promets, ce sont des assemblées nationales d'hommes qui ont voté la fin de ces lois iniques qui ne servaient à rien. On vous aime. On veut vous aimer toujours et un peu plus chaque jour. On veut être avec vous. On veut partager notre bonheur avec vous. On veut être heureux avec vous. Je vous conseille très sérieusement d'éteindre BFM TV, de laisser Éric Zemmour tranquille. Et puis mais c'est la vérité. De laisser ces gens-là leur discours. C'est quand même la vérité, monsieur Laurent Cyprien. Moi, je l'écoute, mais j'écoute sur tous les médias. Et il a des propos quand même assez sexistes. Et certes, dans la société, il n'est pas le seul à le penser. Laissez le gars tranquille. Certains le pensent. Kamal, un avis par rapport à ça? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Clara, Madame Clara là-dessus, je m'excuse. La femme a sa place et doit prendre sa place. Et d'ailleurs, vous verrez, dans toute société où il y a l'absence de la femme, c'est une société qui part vers la déchéance, vers la perdition. Je veux dire, la femme, c'est le vis-à-vis de l'homme. Ça veut dire, on construit avec la femme. Un homme ne peut pas prétendre d'éteindre toutes les solutions à lui tout seul. Il a besoin de cette nuance, cet échange avec la femme pour justement trouver le bon équilibre dans toutes les décisions. Et c'est ça aussi le rôle de la femme, c'est de dire, voilà, et souvent on a vu que même au sein des grands ministères, autour des grands présidents, il y a souvent eu une femme quelque part pour calmer et puis éviter des catastrophes. Parce que donc la femme a tout à fait sa place. Second rôle. Non, ça doit pas être second rôle. Elle doit être à sa place. C'est-à-dire la place de la femme, c'est l'égal de l'homme, ça veut dire le vis-à-vis de l'homme. Pas dans la cuisine. Pas dans la cuisine, monsieur Kamal. Non, pas dans la cuisine. Non, pas dans la cuisine. Non, on parle de vis-à-vis. Et moi, je tiens toujours à ce mot-là, c'est le vis-à-vis de l'homme. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est vraiment dans la société française occidentale, où la femme a été rétrogradée au second rôle. Et ça, là aussi, on sait que c'est une interprétation de la Bible, parce que ça nous arrange bien, les hommes, d'interpréter les choses de notre façon, qui fait que la femme a été rétrogradée. Mais vous regardez, si vous parcourez le continent africain, la femme n'a pas du tout cette place. Elle ou parfois, souvent, au premier rôle, ça veut dire que c'est elle qui détient les clés de la société, c'est elle qui prend des positions. Donc, on voit bien que c'est un problème qui est lié à l'Occident,
à l'Europe et pas un problème qui est mondial. Dans d'autres types de sociétés, d'autres cultures, la femme, elle a une place mondiale et parfois même c'est l'homme qui est au second rôle. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un combat qu'il faut mener. Et comme je dis, le combat doit être pas pour être pour la France, mais elle doit être nationale et même internationale. C'est-à-dire c'est toutes les femmes qui doivent se retrouver leur place de vis-à-vis de la femme et le vis-à-vis de l'homme. Et c'est avec la femme qu'on doit prendre nos décisions. C'est avec la femme qu'on doit construire le monde de demain. C'est avec la femme qu'on doit éduquer nos enfants de demain pour laisser des jeunes qui vont pouvoir continuer et faire vivre cette belle aventure qui est la vie. Et pas la femme au second rôle. Merci Kamal. Alors, je vais quand même faire mon petit rôle de modérateur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et par conséquent, je vais citer Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je pense qu'on est très, très loin de maintenez-les sous le joug, tuez-les, empêchez-leur de travailler, soyez en permanence à diminuer leurs droits. Donc, je tenais à faire cette citation pour remettre le texte biblique en perspective, puisque aujourd'hui, nous sommes dimanche. Oui, et notamment, si j'ose dire, c'est que sans prendre une autre partie de ce texte, quand il dit « Femmes, soyez soumises à votre mari », que les Européens ont utilisé pour justement soumettre la femme. Or, si on continue dans ce même texte, le livre nous dit si vous aimez votre femme, vous ne ferez rien qui fasse du mal à votre femme. Aimez sa femme. Donc voilà, ça veut dire que si moi j'aime ma femme comme Christ aime l'Église, je ne pourrai rien faire qui fasse du mal à ma femme. Au contraire, je vais plutôt l'élever parce que j'aime ma femme comme Christ aime l'Église. Mais comme je dis, les Européens ont converti les choses à leur manière pour justement soumettre, comme ils l'ont utilisé aussi dans le domaine de l'esclavage et autres. Mais bon, ça c'est d'autres débats qu'on pourra mener après. Oui. Le débat est sans fin. Déjà 1 heure que nous sommes ensemble. J'aurais quand même voulu faire une dernière question, si vous me le permettez, de politique internationale, parce que je ne veux pas qu'on se quitte sans cette question. Et surtout une politique concernant la politique européenne. Aujourd'hui, vous connaissez les accords ACP, les accords de Lomé qui ont établi la coopération européenne avec l'Afrique, la Caraïbe et le Pacifique. Aujourd'hui, l'Union européenne met clairement l'action sur l'Afrique, alors que l'espace dans lequel nous sommes, enfin moi en tout cas, la Caraïbe, est encore un espace qui a fait l'objet de nombreuses inégalités, surtout dans les questions de couverture vaccinale. Au-delà des questions de conflit, je ne veux pas revenir sur les questions des conflits internationaux qui ont émaillé la présidence d'Emmanuel Macron. J'aurais aimé qu'on parle de l'aide humanitaire, de la façon dont les pays les plus développés s'inscrivent et s'inscriront peut-être dans le prochain quinquennat dans une logique de tendre la main ou de la fermer par rapport au monde en fait, parce que nous sommes tous habitants d'une même planète et je me pose sincèrement ces questions. J'aurais aimé connaître votre avis pour clôturer ce débat sur la façon dont la France, le futur président français, pourrait s'inscrire dans une dynamique qui rendrait ce monde meilleur. Je donne tout de suite la parole à Clara. Je vois que vous êtes un très bon optimiste et que vous rêvez de monde meilleur. C'est également la vision que je souhaite pour notre monde et notamment pour la société française. Concernant la politique internationale et notamment au regard de l'Europe, aujourd'hui, on le voit et je le vois un peu partout, il y a cette volonté de laisser tout ce qui est relatif à la liberté de circulation, à cet échange européen, à échanger, à ne pas fermer les frontières, à vraiment être ouvert sur le monde. Effectivement, il faut cette ouverture sur le monde, comme je pense que même dans les territoires d'outre-mer, et je pense à la Martinique, il faut que la Martinique soit ouverte sur la Caraïbe et pas seulement sur la France, son lien avec la France hexagonale. Après, il faut malgré tout protéger l'économie française. Il faut mettre en place des mesures qui permettront de protéger également l'économie française et d'exporter l'économie française dans le monde. Donc, oui,
oui pour l'ouverture, oui pour également l'aide humanitaire, quand certaines personnes arrivent en France pour qu'on les aide quand il y a des réfugiés de guerre, etc. Oui pour les accueillir, oui aussi pour que ceux qui rentrent sur le territoire aussi essayent le plus que possible de s'intégrer également. Et oui, pour protéger l'économie et pour vraiment mettre en avant la France au centre du monde, tout simplement. Merci Clara. Kamal pour le mot de la fin. Quel profil pour le futur président, peut-être, ou présidente, hein, un petit portrait chinois, un homme, une femme, blanche, pas blanche, avec des lunettes ou sans lunettes, je ne sais pas. Et puis surtout cette question finale de la diplomatie internationale française et de ses objectifs vers ce nouveau quinquennat. Moi, j'aurais voulu que le prochain président ou présidente soit simplement humaniste. Parce que malheureusement, on veut nous faire enfermer dans une forme de conservatrice. Mais on oublie souvent que l'humanité a toujours été en mouvement. L'humanité, c'est pas quelque chose qui stagne. Il n'y a pas de statu quo. Le monde bouge, le monde évolue. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il faut que nous soyons pleinement conscients que le monde que nous essayons de protéger en fermant des frontières ne pourra pas rester fermé toute notre vie. Ça n'a jamais marché par le passé, ça ne marchera pas. On va simplement s'effondrer sur nous-mêmes. Ce monde a vocation à évoluer, à se mélanger, à changer. Ça prendra 10 ans, 1000 ans, 10 000 ans, mais ça sera comme ça, c'est inéluctable. Donc, oui, il faut continuer à regarder vers l'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup, et on se développe énormément en regardant vers l'ailleurs. Donc, il faut que le prochain président soit capable de regarder vers l'ailleurs. Il faut qu'il soit capable aussi de tendre la main, parce qu'on ne peut pas se dire, je me renferme chez moi, et tant pour ce que ça passe. D'ailleurs, je me souviens très jeune, j'étais à l'île de Sainte-Lucie, il y avait un chanteur qui chantait une chanson qui disait « Les barbes camarades fait, vous éteignent ». En gros, en français, quand la barbe de ton voisin est en feu, arrose le tien. D'accord. Et ne pas voilà. Et c'est à ça qu'on a, quand on regarde les problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Le problème climatique ne va pas rester en Afrique, sur le continent africain. Ça va bouger. On a vu ce qui s'est passé en Grèce avec les feux pendant tout l'été. Ça va se bouger. Et à ce moment, on comprendra qu'on ne peut pas rester enfermé dans notre clôture, dans notre soi-disant frontière. On va vouloir se déplacer. Donc, il faut dès maintenant préparer la population, préparer l'humain à se dire, voilà, ça peut arriver et peut-être c'est à nous d'aller dans l'autre sens. Il faut préparer le cœur des hommes à l'humanisme, à se dire, voilà, le monde est ce qu'il est, on n'est pas tributaire, rien ne nous appartient, on est là pour l'utiliser et le laisser en meilleur état. Et moi, j'espère que le prochain président qu'on aura, ce sera un président qui sera ouvert vers le monde en disant, certes, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait, mais on peut faire en sorte que cette misère ne soit pas insupportable pour les autres. Parce que nous, on a les moyens de venir en aide aux autres et on doit faire ce travail de manière à ce que demain, quand nous serons en difficulté, ils puissent aussi nous accueillir. C'est en leur main qu'à laver l'autre, comme on dit en créole. Tout à fait. Alors, c'est sur ces bons mots que je vais clôturer en remerciant Clara et Kamal d'avoir participé à cet échange que j'ai eu l'honneur et le plaisir de modérer sur notre Agora virtuelle, ce nouvel épisode, cette nouvelle émission sur Clamaria TV. Je finirai en disant que pour moi, il faudrait, pour les perspectives à venir, que la personne qui va prendre la tête de la France s'intéresse à ce que la France exporte de mieux au monde. Ce n'est pas les armes, c'est la paix. Et j'espère que la France pourra importer la paix en intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé de politique interne, et qu'elle apportera la paix aussi à l'extérieur, qui, à mon avis, est son rôle, et en tout cas le rôle que nous avons envie de mener, en tout cas moi j'ai envie de mener. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi notre émission. On vous embrasse tous. Mesdames, on vous aime, n'oubliez pas, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt sur Clamaria TV. Merci encore. Merci de l'invitation et à bientôt. Bye bye. Bye.